Est-ce qu'on peut lever la séance? Bon, non mais je comprends, j'espère qu'il survivra. Donc oui, je voulais commencer mon propos. Alors d'abord, Monsieur le Président, si vous me permettez, moi, pour le compte-rendu et puis pour l'auditoire, je voudrais quand même signaler que, comme ça a été le cas à plusieurs reprises, Nicolas Bay a quitté la séance. Nicolas Bay, donc on a 4 séances par an, une séance budgétaire, et donc il a quitté la séance alors qu'il était le candidat commun de l'extrême droite en 2021 et qu'il est aujourd'hui président de groupe. Donc on a bien compris quel était l'intérêt porté à la collectivité et notamment aux questions budgétaires dans ce cadre. Donc alors, voilà. M. Penel va être son avocat. Oui, mais c'est ça. La parole pour... je pense qu'on va avoir le droit à ça, effectivement. Alors, je ne voudrais pas revenir trop longuement sur l'incurie et l'irresponsabilité totale de l'ancienne majorité relative présidentielle, mais je pense qu'il est quand même utile de rappeler, et vous avez commencé à le faire tout à l'heure, 3 chiffres, cette fois-ci aux macronistes qui sont dans la salle, pour leur rappeler à quel point ils sont aujourd'hui disqualifiés pour parler même en matière budgétaire. 3 chiffres donc. Le premier, 10 milliards d'euros. C'est l'ardoise cachée du dernier budget de votre ami Bruno Le Maire, Monsieur le Président, qui, quelques semaines après le vote du PLF 2024, a lancé une opération désespérée de coupe dans tous les budgets de l'État. Ces 10 milliards avaient tout simplement été cachés à la représentation nationale quelques semaines auparavant. 100 milliards, deuxième chiffre, c'est l'hallucinant dérapage des comptes publics entre février et juin 2024, sous l'égide de Gabriel Attal, que la décence aurait dû conduire à l'exil au Kerguelen. 1000 milliards, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, une paille, c'est le bilan des années Macron et le bilan du choc ultralibéral qu'il a infligé à la France et qui a conduit en fait à financer des cadeaux pour les plus riches en détruisant les recettes de l'État, les services publics et notre modèle de protection sociale. Donc la fuite en avant de la dissolution, et d'ailleurs vous l'aviez dit aussi pendant les orientations budgétaires, elle avait bien pour but notamment de camoufler cette situation catastrophique qui conduit aujourd'hui à voir la position de la France aussi dégradée, notamment sur les marchés financiers. Et j'avoue que dans ces conditions, Monsieur le Président, votre soutien affiché au très éphémère Michel Barnier pouvait paraître étonnant tant il s'inscrivait dans la continuation de cette majorité relative En Marche LR qui sévissait déjà depuis 2022. Mais là, j'ai été surpris, et je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus, mais quand même sur la réconciliation des centristes qui a eu lieu sur X en fin de semaine dernière, et notamment le fait que vous ayez salué la nomination de François Bayrou, votre ami, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vous renverrai quand même, les gens qui suivent ce débat, à l'article du Monde de 2012, où vous évoquez à propos de votre ami, donc c'est un peu inquiétant pour vous, Monsieur Marguerite, puisque votre ami, quand même, vous évoquiez l'escroquerie intellectuelle totale et le populisme de ses positions à l'époque. Donc, méfiez-vous de vos amis. Enfin, bref, je pense que c'est... Ça vous arrive jamais de vous fâcher, vous, de temps à autre, un peu énervé, non? Ça je vous rappelle que 2012, j'ai dû dire ça dans un climat qui était celui d'un homme qui appelait à voter Ségolène Royal, si vous voulez. Donc, ou non, François Hollande, pardon. C'était 2007, Ségolène Royal. J'ai oublié. Bon. Et j'imagine que sur Ségolène Royal, vous avez à peu près le même avis que moi aujourd'hui, non? Je ne reviendrai pas là-dessus, Monsieur le Président. Donc, excusez-moi de ces digressions, on va reprendre le propos sur le budget. Donc, tout ça pour dire donc, avec ces soutiens affichés aux 2 derniers gouvernements Macron, vous êtes finalement comptable de cette situation, de ces coupes budgétaires qui s'abattent aujourd'hui sur le budget des collectivités territoriales. Et en fait, c'est pas très étonnant parce que en fait, ces orientations nationales d'austérité sont en fait déjà des éléments d'orientation de vos budgets pour la Normandie. Et ce sera le sens global de mon propos aujourd'hui. D'ailleurs, ces coupes que nous impose l'État, en réalité, elles sont déjà largement anticipées pour cet exercice budgétaire, mais aussi lors des précédents exercices de cette mandature. Dernier point et introductif également, je voudrais cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, saluer le travail des services qui a été fait dans un contexte totalement incroyable pour construire ce budget. Alors la première question qui se pose, c'est quel est finalement l'impact réel des mesures nationales
sur le budget de la Normandie et quel est l'impact sur les fondamentaux de votre trajectoire budgétaire. À la première lecture, les choses semblent claires. On a effectivement un État qui est coupable d'une baisse de 43 millions de recettes pour la Normandie. Et il y a un certain raffinement, d'ailleurs, quand on regarde les différentes mesures qui ont été prises par Bercy pour diminuer les recettes des collectivités et faire en sorte que ces collectivités soient confrontées à cette situation. Et disons-le clairement, ce choix qui avait été fait par le gouvernement Barnier n'est pas simplement inique, il est aussi complètement crétin. Inique, car ce sont les collectivités territoriales qui accompagnent les Français au quotidien face aux crises, et des crises, on n'en manque pas en ce moment. Totalement crétin, vous me pardonnerez l'expression, car s'en prendre aux collectivités, c'est s'en prendre à l'investissement et donc à l'emploi. Proposer cela, c'est donc s'exposer à des effets récessifs majeurs et donc continuer à bâtir des trajectoires budgétaires sur des hypothèses de croissance totalement fantaisistes. Et c'est d'ailleurs les gauchistes du Haut Conseil des finances publiques qui le rappelaient en octobre dernier, en expliquant que le projet de loi, donc le projet de budget présenté à cette période, allait avoir un impact récessif de 0,6 à 0,8 points sur la croissance l'année prochaine. Et donc c'est le principe de la saignée encore et toujours. Alors, malgré cette saignée, vos fondamentaux budgétaires restent inchangés, même si on peut remarquer que ce rapport ne les cite plus comme lors des années précédentes. Et donc l'épargne brute reste à un niveau élevé de 243 millions d'euros, toujours pour les mêmes raisons, notamment par volonté de ne pas intervenir notamment sur la question sociale. Il faut d'ailleurs rappeler qu'en matière de dépenses de fonctionnement, en fait, elles ne sont fixes qu'à 77% du total, ce qui fait qu'on a en fait 23% de dépenses non obligatoires, ce qui fait plus de 305 millions d'euros que la collectivité, en restant dans ce cadre contraint, pourrait réemployer. On peut en faire des choses avec 305 millions d'euros, surtout dans la situation de crise, et c'est notamment pour ça qu'on vous propose un amendement qui est lié au licenciement économique aujourd'hui en Normandie, et avec les suppressions d'emplois qui menacent pour l'année prochaine. Ne pas agir quand on est chef de file en matière de développement économique et aussi de formation serait évidemment coupable dans ce cas. Enfin, je ne peux pas m'empêcher, surtout vu les débats qu'on a eus tout à l'heure, de revenir sur cette question de la taxe sur les cartes grises, que nous soutenons, enfin, nous soutenons l'augmentation depuis le début. Et d'ailleurs, si vous nous aviez écouté dès le début, on aurait près de 80 millions. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, donc je ne peux pas m'empêcher de le faire. Donc c'est quand même 80 millions, et 80 millions, quand aujourd'hui on explique que l'État nous a piqué 43 millions, c'est pas tout à fait une paille. Enfin, disons-le, votre trajectoire d'investissement est toujours aussi illisible. Et elle est illisible, mais elle est aussi, on a l'impression, improvisée. La preuve, en 3 exercices budgétaires, vous avez multiplié par 3 le nombre d'années de disendettement, et la dette régionale est passée de 655 millions au CFU 2022 à 1,491 milliard au BP 2025. Pas tout à fait x3, mais pas loin. Et logiquement, la charge de la dette augmente cette année et passe à 32 millions. Mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut prétendre effectivement qu'il y a une forme d'anticipation de ce qu'il fallait faire, surtout quand le pic d'investissement correspond au moment où les taux étaient les plus élevés? Et puis par ailleurs, je ne reviens pas ici sur la question des achats de rames, mais les achats de rames financés en partie par l'État, financés en partie par la vente aussi des rames, puisque ce patrimoine n'appartenait pas à la région quand il a été transféré. Quand vous vendez 200 millions de rames, c'est automatiquement 200 millions gagnés sur ces dépenses. Alors, le deuxième temps de mon intervention, ce sera aussi sur la question de la transparence de la trajectoire budgétaire. Et d'ailleurs, je voudrais vous le redire, parce qu'on se dit les choses franchement aujourd'hui, le débat budgétaire en Normandie pourrait se dérouler autrement et ne se déroule pas dans les meilleures conditions, notamment respectueuses du droit des élus. Et je pense que vous le savez, aucune région n'expédie son débat budgétaire en moins de 2 heures, et aucune autre région et même grande collectivité ne refuse aux vice-présidents et vice-présidentes de rapporter sur leur propre budget et donc de défendre le sens des orientations retenues. Alors, vous avez... Je sais pas, il y a eu des interventions improvisées tout à l'heure, je me suis dit que peut-être que c'était un manque d'expression justement. En tout cas, ça contribue à dévitaliser, je le regrette, comment dire,
l'avis de notre Assemblée et à nouveau, nous sommes les seuls à déposer des amendements pour cette séance budgétaire. Par ailleurs, je voudrais revenir sur la présentation des rapports budgétaires, puisque il ne s'agit pas évidemment de remettre en cause le travail des services, mais des commandes qui sont passées. Et notamment sur les éléments de comparaison par rapport aux exercices précédents, parce qu'il suffirait d'ajouter des colonnes pour pouvoir faire des comparaisons efficaces OS par OS, mission par mission et programme par programme. Je regrette vraiment que ce travail ne soit pas fait et qu'il faille le faire à chaque fois quand on veut avoir une lecture précise du budget. Et puis par ailleurs, le document est aussi, je le dis, volontairement imprécis, notamment dans sa deuxième partie. Au hasard, le programme 140, encourager l'agriculture et la sylviculture. On a déjà évoqué le fait que c'était dans ce programme que se trouve le financement de la filière équine, ce que le titre, évidemment, ne dit pas. Mais en plus, quand vous lisez attentivement les pages 46 à 51, vous n'avez aucun chiffre à part le tableau initial qui donne le montant global du programme. Et donc, on n'a donc pas la réponse aux questions sur le montant exact de financement de cette filière. Et je renouvelle, ceci quelque chose que j'ai déjà dit, et j'en suis désolé, Monsieur le Président, la demande d'un jaune budgétaire sur cette question. Puis, alors, sur la question de la transparence, se pose aussi la question des coupes. Exactement où est-ce qu'elles sont et dans quel sens elles vont. Je disais, il faut faire ce travail de comparaison programme par programme et mission par mission. Et il y a un côté enquête approfondie pour parvenir à ça, avec des constats d'étonnement et aussi des fausses pistes. Et puis, d'ailleurs aussi, Monsieur le Président, d'abord pour commencer, il faut, comme souvent avec vous, il faut lire la presse pour avoir des informations que les élus n'ont pas eues. Et donc, on a eu vendredi un article dans Ouest France qui explique notamment que vous allez couper 10% des dépenses d'investissement dans les lycées, ou encore presque diviser par 2 le montant consacré à la régénération des voies du réseau ferroviaire. Cet article est donc une première réponse à l'interpellation que j'avais faite pendant le débat sur les orientations budgétaires, lorsque je vous demandais d'assumer où étaient les coupes à venir. Et finalement, la deuxième question que je me suis posée, et qui peut sembler un peu contre-intuitive, c'est mais pourquoi pas des coupes plus importantes finalement? Parce que ce qu'on a observé quand même cet automne, c'est que vos collègues présidents de régions de droite ont annoncé du sang et des larmes, avec des coupes de plusieurs dizaines de millions sur le logement, les énergies renouvelables ou encore la culture. Et ça, on a eu un certain nombre d'annonces pendant tout l'automne. Et en réalité, la réponse est double. D'une part, pour les secteurs qu'on a évoqués, que je viens d'évoquer, qui sont des secteurs pourtant de forte utilité, il n'y a plus grand-chose à couper, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et d'autre part, les coupes sont en réalité plus importantes que ce qui a été annoncé dans la presse, si on fait l'effort justement de comparer ce BP 2025 avec le BP 2024. Et donc on a comme fait majeur, si on compare ces grands équilibres, que l'OS1 effectivement est marqué par une diminution de plus de 50 millions des crédits de paiement d'investissement et une division par 2 des autorisations de programme. L'OS2, une diminution de 35 millions des crédits de paiement d'investissement et moins 110 millions en autorisation de programme. Et l'OS3, on a des CPI qui sont divisés par 2 avec la problématique que j'évoquais tout à l'heure sur les achats de rames. Donc on est loin finalement des chiffres qui ont été transmis à la presse. Et maintenant, il faut voir un peu dans le détail où est-ce que sont ces coupes. Alors pour 2025, ces coupes, malheureusement, et c'est vraiment le reproche qu'on vous fait, elles se concentrent sur des dépenses utiles face aux crises et sur des dépenses d'avenir. Dans le détail, donc, l'OS2, donc sur la formation, perd 35 millions de crédits de paiement d'investissement. Et là, les choses sont claires également, puisqu'on a tout simplement 20 millions de CPI en moins pour la mission 1 sur les lycées. Donc la rénovation thermique des lycées, par exemple, le programme 334, on passe de 17,5 millions à 13,5 millions. Les dépenses d'équipement pour les lycées, programme 132, on passe de 23,2 millions à 16 millions. Et tout ça sur des budgets qui étaient déjà eux-mêmes précédemment en baisse. Pour les crédits de fonctionnement, on a aussi des baisses, notamment les actions éducatives et sociales qui passent de 3,8 millions à 2,8 millions. Et je rappelle également la baisse de 1,5 million de la part enseignement de la DGF, baisse qui est en réalité beaucoup plus importante car vous avez intégré dans cette DGF la prise en charge de transport pédagogique qui était remboursée à part.
Et donc, on a vraiment une attaque finalement contre l'enseignement public en Normandie qui est assez impressionnante, d'autant plus que dans ce contexte de difficultés financières, vous maintenez des financements non obligatoires pour les lycées privés. Peut-être un signe d'un rapprochement avec l'ami d'évoquer tout à l'heure. Pour l'OS3, François Bayrou. Pour l'OS3, on a également des baisses qui sont importantes et sans tenir compte des achats de rames. Dans les baisses ciblées, finalement, vous maintenez un certain nombre de fondamentaux, contraindre les transports collectifs et financer les routes, alors que ça n'est pas la compétence de la région. Et même sans parler de ferroviaire, vous baissez de 5 millions en CPF les crédits consacrés à l'offre nomade, donc les bus nomades, faisant ainsi fi des difficultés rencontrées déjà pour les 2 rentrées précédentes. Donc on va avoir une qualité de service qui va se dégrader. Dans le même temps, on passe de 3,8 millions en crédit de paiement d'investissement en 2024 à 24,6 millions en 2025 pour des projets routiers. Voilà, c'est quand même assez évocateur. Sur l'OS1, on a également une diminution importante des CP, mais avec des baisses qui sont ciblées, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Notamment les dispositifs d'accompagnement des entreprises augmentent de près de 3 millions de crédits de paiement d'investissement. Et au sein de cette mission 2, d'ailleurs, on a une augmentation pour les réseaux d'entreprises, les clubs d'entrepreneurs, qui passent de 5,3 millions à 5,7 millions. Et donc, ce n'est pas vraiment la crise pour tout le monde. Surtout que dans le même temps, l'ESS, ça a été évoqué, continue à diminuer, et en crédit de paiement d'investissement, et en crédit de paiement de fonctionnement. Vous les aviez déjà baissés les années précédentes depuis 2021, et donc maintenant, on passe de 5,1 millions à 4,5 millions au total quand on cumule les crédits de paiement. Encore 10% de baisse pour l'ESS, alors que vous avez pourtant probablement vu que le secteur a interpellé les décideurs publics la semaine dernière, parce qu'il y a une menace sur près de 9000 emplois rien qu'en Normandie, sur le secteur de l'ESS. Bon, je ne reviendrai pas sur les baisses sur le secteur 140, mais juste m'attarder peut-être plus sur la mission 5, faire de la Normandie la région de toutes les énergies. Alors, faire de la Normandie la région de toutes les énergies, pas dans ce budget-là, puisque ça baisse encore de 2 millions pour les crédits de paiement d'investissement. Et en plus, à l'intérieur de ces descriptions de programmes, on n'a aucun chiffre entre ce qui va pour les ENR et les aides à la rénovation. Il faut revenir sur la présentation générale pour retrouver qu'en fait, sur les ENR, c'est à peine plus de 5 millions. Et donc, 5 millions sur un budget de 2,2 milliards, c'est 0,2% du budget régional pour les EPR. Au moins, vous ne faites pas semblant. Et donc, on voit bien 2 choses. D'abord, la première, c'est que le mix énergétique, et je dis ça aussi pour nos amis de l'opposition, le mix énergétique, c'est en fait du nucléaire et du nucléaire, puisque les financements pour les ENR disparaissent progressivement. Et puis d'autre part, on a aussi une baisse des projets aidés dans la région qui est continue depuis 2019, puisque l'échec énergie, c'est 3236 en 2019, 2556 l'année dernière, et les projets ENR, il y en a eu un petit regain l'année dernière, mais c'est une baisse continue également depuis 2019. Voilà, il n'y a plus de financement, 5 millions, on peut considérer qu'il n'y a plus de financement des ENR par la région Normandie, sans avoir effectivement besoin de l'annoncer à grand renfort dans la presse. Mais le pire est peut-être encore à venir, et je voudrais quand même revenir, donc là on a parlé des crédits de paiement, moi j'aimerais revenir sur les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. Parce que là encore, en fait, on a un désengagement massif de la collectivité dans plusieurs secteurs d'intervention. Dans le détail également, moi je voudrais m'attarder sur 2 secteurs, l'OS2 et l'OS3. Sur l'OS2, les AP d'investissement dans les lycées diminuent de 90 millions, donc en passant de 213 millions à 122 millions. Et là aussi, le message est clair, c'est une forme de désengagement de la rénovation, dans la perspective de rénover ce patrimoine des EPLE. Alors que depuis 2021, en commission permanente, je vous interroge sur le PPI lycée et sur un PPI énergétique qu'il faudrait, face à la crise, mettre en œuvre. Là, on voit bien qu'on ne met pas en œuvre un PPI en diminuant les AP, ou alors il faudra expliquer comment on construit une trajectoire budgétaire sincère dans ce cadre-là. Pour l'OS3, un seul exemple aussi, les autorisations de programme pour les gares et les infrastructures ferroviaires passent de 59,2 millions à 2,4 millions.
Donc là encore, quand on aurait besoin d'un plan pluriannuel d'investissement global en vue de la transition, on voit bien qu'en fait, c'est plutôt un plan pluriannuel de désinvestissement. Et donc, pour expliquer ce que vous faites, je vois que 3 hypothèses. La première hypothèse est l'explication idéologique. Vous êtes un libéral ne construit pas de politique contracyclique face aux crises pour protéger l'économie et les populations, il fait des plans d'ajustement structurel, et dans cette hypothèse, la trajectoire que vous proposez doit vous permettre de recommencer à briguer cette position de meilleur élève sur la dette avec vos collègues présidents de région. La deuxième hypothèse, elle est plus électoraliste, c'est-à-dire que tout le monde a bien compris que vous envisagez de vous représenter en 2028 et que dans ce cas-là, on a un peu l'impression que on ferme un peu la boutique en 2025-2026 pour pouvoir multiplier et réinvestir en 2027. Et là, on aurait quelque chose qui serait finalement assez logique. Et la troisième explication, elle est peut-être plus cynique, hein, c'est que comme vous n'avez pas entrepris ces bifurcations nécessaires dès maintenant, face au dérèglement climatique, plutôt que de tenter de corriger le tir, finalement, vous préférez passer cette dette écologique à ceux qui vous succéderont. Donc entre ces 3 hypothèses, je ne sais pas laquelle est la bonne, mais peut-être que vous nous répondrez à cette peut être aussi un mélange, effectivement. Les choses ne sont jamais ni blanches ni noires, je suis bien d'accord. Alors, et je terminerai. Exactement ce que j'allais dire. Et c'est marqué conclusion. Haddad me disait qu'il était au bord de l'inanition, là. J'en suis désolé, chers collègues, je vous promets, je termine. J'ai pas votre portable, je vais vous envoyer la copie de ces textos les uns après les autres, vous allez voir. Alors, donc pourtant, effectivement, un autre budget est possible, et notamment un budget constant. Et c'est pour ça qu'on vous a présenté des amendements avec 3 axes. Premier axe, la Normandie qui protège, et j'évoquais tout à l'heure, et c'est un sujet sérieux, la question des licenciements économiques. Deuxième axe, une autre Normandie stratège, et l'objectif est bien de supprimer des subventions non obligatoires. Et troisième axe, la Normandie qui prépare l'avenir, parce que effectivement, et c'est un désaccord qu'on a et qui date au moins du début de cette mandature, on pense que, et c'est très marquant avec la question des ENR, on pense que effectivement les grandes transitions ne sont pas abordées dans notre région. Et j'espère, Monsieur le Président, que j'ai d'ailleurs dit du bien de vous, journaliste la semaine dernière, qui me demandait la façon dont vous traitiez. Oui. Ah non, même pas. La question de savoir justement si nos amendements seraient repris, je lui ai dit que j'espérais, que je comptais sur votre esprit d'ouverture, puisque après tout, les centristes disent que les bonnes idées viennent de la gauche et de la droite. Il serait logique que dans ce cadre-là, même en sous-amendant, vous puissiez reprendre un bon amendement qu'on vous représente de façon à montrer cet esprit de construction qui, j'en suis sûr, vous anime. Et donc, je terminerai juste en disant que les années 2021-2024 ont été des années, on le pense, vraiment perdues pour le climat, et qu'on espère que vous pourrez faire en sorte que ces années 2025-2028 ne soient pas des années de décrochage pour cette région. Je vous en remercie.